10. Le pick-up Ford tournait toujours patiemment au ralenti. Ses phares étaient toujours allumés. Les deux types gisaient en deux piles flasques dans la pénombre, au-delà des rayons lumineux. Une légère vapeur montant d'eux, 4 mètres cubes d'os et de muscles, un quart de tonne de steak, à présent à l'horizontale et non plus à la verticale. Ils allaient être très difficiles à déplacer. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, bon sang? Demanda la femme du médecin. À quel sujet? Je regrette que vous ayez fait ça. Pourquoi? Parce que rien de bon ne peut en sortir. Rien. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce patelin? Qui sont ces gens? Je vous l'ai dit, des joueurs de football. Mais pas eux, dit Reacher. Les Duncan. Les gens qui les ont envoyés. Est-ce qu'ils m'ont vu? Ces deux-là? J'en doute. C'est aussi bien. Je peux vraiment pas me permettre de me retrouver impliqué dans cette histoire. Mais pourquoi donc? Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Redemanda Reacher. Ce ne sont pas vos affaires. Allez donc leur dire. Oh, vous aviez l'air tellement en colère. Moi? s'étonna Reacher. J'étais pas en colère. J'étais à peine intéressé. Si j'avais été en colère, faudrait nettoyer l'endroit à la pompe à incendie. Mais un engin élévateur suffira. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Parlez-moi des Duncan. C'est une famille, c'est tout. Seth, son père, et 2 oncles. Ils étaient fermiers autrefois. Aujourd'hui, ils gèrent une entreprise de transport. Lequel d'entre eux a engagé les footballeurs? Je sais pas comment ils prennent les décisions. La majorité, peut-être. Ou peut-être qu'ils doivent être tous d'accord. Et où habitent-ils? Vous savez où habite Seth? Les 3 autres, les vieux? Juste au sud d'ici. Il y a un groupe de 3 maisons. Chacun la sienne. Je les ai vus. Votre mari avait une manière de les regarder. Vous n'avez pas fait attention à ses mains? Pourquoi? Il devait probablement croiser les doigts. Ça lui porte pas malheur. Comme on siffle en passant à côté d'un cimetière. Mais pourquoi? Qui diable sont ces types à la fin? Un nid de frelons. Voilà ce qu'ils sont. Et vous venez d'y enfoncer un bâton. Alors maintenant, vous allez partir. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Laisser me frapper avec leurs outils de garagiste. C'est ce que nous faisons. Nous prenons notre raclée et nous sourions, gardons la tête baissée. On le supporte pour continuer. Bon Dieu, qu'est-ce que vous racontez? Elle ne répondit pas, hocha la tête. C'est pas si grave que ça, finit-elle par dire. Pas vraiment. C'est ce que nous nous disons. Jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle sautera aussitôt dehors. Mettez-la dans de l'eau froide, que vous réchauffez lentement, elle sera bouillir sans même s'en apercevoir. Et les grenouilles, c'est vous? Oui, c'est nous. J'aimerais en savoir un peu plus. Elle resta de nouveau silencieuse un moment, puis secoua la tête. Non, dit-elle. Non, non, non. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendrez jamais dire du mal des Duncan. Que ce soit bien clair. Je suis une fille du pays, je les ai connus toute ma vie. C'est une famille remarquable. Il n'y a rien à leur reprocher, rien du tout. La femme du médecin étudia un moment la Subaru réduite à l'état d'épave, la mine sombre, puis repartit chez elle, à pied. Richard lui proposa de la ramener avec le pick-up, mais elle ne voulut rien savoir. Il la suivit des yeux, tandis qu'elle sortait du parking, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, engloutie par l'obscurité. Il revint alors vers les 2 types qui gisaient sur le gravier devant sa porte. Impossible de soulever un individu inconscient pesant dans les 125 kilos. Des haltères de ce poids? Oui, peut-être. Mais pas 125 kilos de chair et de sang inerte de la taille d'un frigo. Il ouvrit la porte du pick-up, monta dans la cabine. S'en dégageait une odeur résineuse de désinfectant et d'huile chaude. Il passa à une vitesse, décrivit une courbe serrée, s'arrêta,
et repartit en marche arrière jusqu'à ce qu'il se trouve à hauteur des deux types. Il redescendit, contourna le capot, et vint examiner le treuil monté à l'avant du châssis. C'était la commande électrique. Son moteur entraînait un tambour à rochet sur lequel était enroulé un fin câble d'acier. Le câble se terminait par un crochet de sécurité. Il débloqua ce crochet, appuya sur le bouton, et dévia le câble sur une dizaine de mètres. Puis il le fit passer par-dessus le capot, par-dessus le toit de la cabine, entre deux des projecteurs de la barre, par-dessus la plateforme, et le laissa enfin retomber à hauteur des deux types allongés juste derrière le véhicule. Il fit tomber le haillon, se pencha et attacha le crochet à la boucle de ceinture du premier type. Il retourna à l'avant et appuya sur le bouton d'enroulement. Le moteur se déclencha, le tambour tourna et le câble commença à se tendre. Bientôt il se mit à trembler comme un archet et à creuser un sillon sur le devant du capot, ainsi que dans la barre des projecteurs. Le tambour ralentit mais ne cala pas et continua à tourner. Le pick-up s'affaissa sur ses ressorts. Reacher revint à l'arrière et vit le premier type tirer vers la plateforme par sa ceinture, frottant sur le sol, bras et jambes traînant derrière son buste. Il arriva ainsi jusqu'à l'aplomb d'une plateforme. Le câble se tendit alors verticalement, graissant contre le métal, tirant sur la ceinture et l'ovalisant, tandis que le corps s'élevait en l'air, tourné un peu sur lui-même, le dos arqué, tête et jambes et bras pendant dans le vide. Reacher attendit le bon moment, tira, poussa, l'aida à franchir leur bord, le regarda ensuite avancer sur la plateforme du pick-up. Il retourna une fois de plus à l'avant et arrêta le treuil. Revint enfin à l'arrière et détacha le crochet, puis entama exactement la même manœuvre avec le deuxième type, comme un vétérinaire qui serait venu chercher deux génisses crevés. Reacher roula vers le sud, sur 8 kilomètres. Puis il ralentit et s'arrêta juste avant l'allée unique desservant les 3 maisons regroupées. La dernière fois qu'on les avait repeintes remontait à une vingtaine d'années. Mais elles luisaient encore de nuances grisâtres au clair de lune. C'était des bâtiments importants, disposés en un court arc de cercle et séparés par des intervalles réduits. Aucun ornement. Rien que des gravillons, des mauvaises herbes et 3 véhicules garés derrière une lourde barrière de planches montée sur des poteaux, et, au-delà, des champs plats et vides qui s'enfonçaient dans la nuit. Dans la lumière, de la lumière brillait derrière une des fenêtres du rez-de-chaussée de la maison de droite. Aucun autre signe d'activité. Reacher roula jusqu'à la hauteur de l'allée, s'arrêta et y engagea le pick-up en marche arrière. Le gravier crissa et claqua sous les pneus. L'approche était bruyante. Il s'arrêta au bout d'une 50aine de mètres, n'osant pas se rapprocher davantage, et alla rabattre le haillon arrière. Il monta sur la plateforme, prit le premier type par sa ceinture et son col, et moitié soulevant, moitié tirant, le fit rouler jusqu'au bord, d'où, d'une poussée de sa chaussure contre la hanche du type, le fit dégringoler par terre, presque 1 mètre. Le type tomba avec un bruit sourd sur le côté et ne bougea plus. Retour à l'expéditeur. Reacher revint alors au deuxième type et, de nouveau, moitié soulevant, moitié tirant, le fit rouler jusqu'au bord de la plateforme, d'où il l'expédia sur son pote. Après quoi, Reacher sauta par terre, referma le haillon, se glissa derrière volant et démarra rapidement. Les 4 Duncan étaient toujours autour de la table, dans la cuisine de Jasper. Réunion non prévue, mais ils avaient en permanence plusieurs choses sur le feu et tiraient simplement parti des circonstances. Leur premier souci concernait le retard qui s'annonçait à la frontière canadienne. Notre ami du Sud commence à nous mettre la pression, dit Jacob. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui ne dépend pas de nous, fit observer Jonas. Ouais, essaie de lui expliquer ça. Il aura sa livraison. Quand? Un jour. Il a payé d'avance. Comme toujours. Ça fait beaucoup d'argent. Comme toujours.
Mais il est nerveux cette fois. Il veut que ça bouge. Il y a quelque chose, c'est très bizarre. Il m'a appelé. J'ai eu l'impression de débarquer au milieu d'une conversation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il était frustré, de toute évidence, mais aussi légèrement de mauvaise humeur, comme s'il nous avait déjà donné des instructions qui n'auraient pas été suivies d'effet, comme si on avait ignoré ses avertissements. J'ai eu l'impression qu'il était à la page 3, alors que j'étais encore à la page 1. Il perd la tête. À moins que quoi? À moins que l'un de nous ait déjà reçu un coup de téléphone de lui. Pas moi, en tout cas, dit Jonas Duncan. Ni moi non plus, dit Jasper Duncan. Vous êtes sûr? Mais évidemment. Parce que je vois pas d'autre explication. Et n'oubliez pas qu'on ne rigole pas avec ce type. C'est quelqu'un de profondément déplaisant. Les deux frères de Jacob haussèrent les épaules. La soixantaine, noueux, cabossé, pas très grand, et râblé. Ne me regardez pas, dit Jonas. Moi non plus, dit Jasper. Seul Seth Duncan n'avait pas parlé. Pas un mot. Le fils de Jacob. Pourquoi tu ne dis pas tout, fiston? Lui demanda son père. Seth regarda la table. Puis il releva la tête, gêné. Le truc en aluminium lui faisant un nez formidable. Son père et ses deux oncles le regardèrent dans les yeux. C'est pas moi qui ai cassé le nez d'Éléanore ce soir, dit-il.